Bonjour, cette vidéo concerne l'anatomie du fémur. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par une définition, une mise en place. On va parler de ses articulations et puis de son anatomie descriptive. Donc commençons. Le fémur, c'est un os long, pair, asymétrique qui va former à lui seul le squelette de la cuisse. Il est obliquement dirigé de haut en bas et de dehors en dedans, c'est-à-dire que l'axe diaphysaire est orienté ainsi. C'est l'os le plus long, le plus fort, mais aussi le plus lourd de l'organisme, et il va assurer la transmission du poids du corps humain. C'est-à-dire qu'il va transmettre le poids de l'os coxal, parce que les os coxaux vont porter le poids du tronc. Il va assurer sa transmission vers le tibia, et donc par conséquent le reste du membre inférieur. Pour sa mise en place, on va orienter l'extrémité coudée en haut et la surface articulaire de cette extrémité coudée sera orientée en dedans. En arrière, on va retrouver le bord le plus tranchant qu'on appelle également la ligne âpre. Il est articulaire en haut avec l'os coxal formant l'articulation coxo-fémorale et en bas avec le tibia formant l'articulation fémoro-tibiale, mais également avec la patella formant l'articulation fémoro-patellaire. Il présente à décrire une diaphyse et deux extrémités, une extrémité proximale, c'est l'épiphyse proximale, et l'extrémité distale, c'est l'épiphyse distale. Très allongée, la diaphyse est triangulaire à la coupe. Elle présente à décrire trois faces et trois bords. Les trois faces sont la face antérieure et deux faces postérieures qui seront séparées par la ligne âpre ou le bord postérieur et qui sont la face postéro-médiale et la face postéro-latérale. Les trois bords sont le bord latéral, le bord médial et le bord postérieur. La face antérieure est convexe, elle est régulière et lisse et va donner insertion aux muscles vastes intermédiaires et le muscle articulaire du genou qui sont deux muscles de la loge antérieure de la cuisse. La face postéro-latérale est excavée au milieu, c'est le lieu d'insertion du vaste intermédiaire. La face postéro-médiale, qui est de forme convexe et lisse, ne présente quant à elle pas d'insertion musculaire. Passons maintenant à la description des bords. Les bords latéraux sont des bords arrondis et mousses. Ils séparent les faces postéro-médiales et postéro-latérales de la face antérieure. Ensuite, on a également un bord postérieur. Le bord postérieur est un bord saillant et rugueux. Son relief est si net qu'il est appelé ligne âpre. Dans la partie médiane de la diaphyse, on reconnaît à la ligne âpre une lèvre externe qui va donner insertion au muscle vaste latéral et une lèvre interne qui donne insertion au muscle vaste médial. Entre les deux, on retrouve un interstice ou une gouttière sur lequel ou sur laquelle va se fixer les adducteurs de la cuisse et la courte portion du biceps. Pour décrire la ligne âpre, on peut la diviser en trois portions. Une portion supérieure, une portion moyenne et une portion inférieure. À l'extrémité proximale, la ligne âpre présente trois crêtes. La crête latérale, qu'on appelle également tubérosité glutéale, parce que c'est le lieu d'insertion du muscle grand glutéal, fait suite à la lèvre latérale et se dirige vers le grand trochanter. La crête médiale est aussi appelée ligne spirale. C'est le lieu d'insertion du vaste médial et elle fait suite à la lèvre médiale et elle va se diriger vers la ligne intertrochantérique en passant au-dessous du petit trochanter. La crête moyenne, quant à elle, on l'appelle également ligne pectinée. Elle est située entre les crêtes médiales et latérales et va se terminer au niveau du petit trochanter. Elle va donner insertion au muscle pectiné. Entre la ligne pectinée et la tubérosité glutéale se trouve la crête du court adducteur ou du petit adducteur, qui est, comme le pectiné, un muscle de la loge médiale de la cuisse. Alors pour retenir ces différentes informations, personnellement, je privilégie la compréhension de la logique de l'organisation de ces structures. C'est-à-dire, ici on a trois crêtes. La crête la plus médiale, c'est une crête qui ne va se finir ni dans le grand trochanter ni dans le petit trochanter, elle va juste se replier sur elle-même et donc on va l'appeler ligne spirale parce qu'elle va se replier, se retourner sur elle-même. Pas au stricto sensu, mais elle ne va se finir ni dans le petit trochanter ni dans le grand trochanter. Elle va donc partir vers la ligne intertrochantérique qu'on va présenter juste après et
Comme elle fait suite à la lèvre latérale, elle va donc présenter la même insertion que celle-ci, qui est le vaste médial. Ensuite, on a la crête latérale et la crête moyenne. Alors la crête latérale et la crête moyenne vont les deux porter le nom de leurs muscles, des muscles qui vont s'insérer sur ces structures, qui sont le grand glutéal et le pectiné. En retenant que le grand glutéal est latéral par rapport au pectiné, on retient que la crête latérale qu'on appelle tubérosité glutéale, parce que le grand glutéal va se fixer sur elle, est plus latérale que la crête moyenne, sur laquelle va se fixer le pectiné et qu'on appelle également ligne pectinée. En ce qui concerne la ligne entre la ligne pectinée et la tubérosité glutéale sur laquelle va se fixer le court adducteur, on va tout simplement retenir que le court adducteur va se situer juste du pectiné dans l'organisation des muscles de la loge médiale de la cuisse. En effet, dans la loge médiale de la cuisse, on a le pectiné, sera dans le plan superficiel de la loge médiale de la cuisse, alors que le court adducteur sera juste en arrière dans le plan moyen de la loge médiale de la cuisse. Donc en situant des repères comme ça, on peut retenir leur organisation. Après cette portion supérieure, on a également une portion moyenne, décrite précédemment avec les deux lèvres. Entre les deux, on retrouve un interstice. Et enfin, on a une portion inférieure. À ce niveau-là, la ligne âpre va se bifurquer et va présenter deux crêtes. Une crête médiale qui va donner insertion au vaste médial et une crête latérale qui va donner insertion au vaste latéral. Les deux crêtes se dirigent en bas vers les condyles et délimitent une surface triangulaire qu'on appelle la surface poplitée. Comme ces deux crêtes sont situées juste au-dessus des condyles, on va les appeler les crêtes ou les lignes supracondylaires. Les lignes supracondylaires médiales et latérales. Passons maintenant à la description de l'épiphyse proximale. Elle se compose de 4 éléments qui sont la tête fémorale, qui est articulaire avec l'acétabulum de l'os coxal, le col, qui est ce segment du fémur qui unit la tête au corps, ainsi que de 2 tubérosités appelées grand trochanter et petit trochanter. La tête fémorale est une saillie articulaire. Saillie articulaire, ça veut dire que c'est une saillie régulière et qu'elle est recouverte de cartilage. Elle est arrondie et représente les 2/3 d'une sphère et fait de 20 à 25 mm de rayon. Elle s'articule avec la surface semi-lunaire de l'acétabulum. Elle regarde en haut, en dedans et légèrement en avant. Elle présente une fossette qu'on appelle la fovea capitis et qui est située dans le cadran postéro-inférieur, au-dessous et en arrière de son centre, et elle donne insertion au ligament de la tête fémorale, anciennement appelé le ligament rond. Le col du fémur est également appelé le col anatomique, à ne pas confondre avec le col chirurgical. Il fait de 30 à 45 mm de long et il est situé entre la tête et les tubérosités trochantériques. Sa forme est cylindrique, il est légèrement aplati. Sa face antérieure est limitée par la ligne intertrochantérique et sa face postérieure est limitée par la crête intertrochantérique. Passons maintenant à la description du grand trochanter. En effet, c'est une grosse tubérosité quadrilatère située en dehors du col du fémur et semble prolonger le corps du fémur. Il présente 2 faces, latérales et médiales, ainsi que 3 bords antérieurs, postérieurs et supérieurs. La face médiale présente la fosse trochantérique, qui est le lieu, c'est une dépression où va s'insérer l'obturateur externe. Et juste au-dessus d'elle, l'empreinte d'insertion de l'obturateur interne et des jumeaux, qui sont, comme l'obturateur externe, des muscles pelvis trochantériens. On les appelle ainsi car ils s'étendent du bassin, pelvis, vers le grand trochanter du fémur. Donc ce sont des muscles pelvis trochantériens. La face latérale présente une empreinte rugueuse ou empreinte d'insertion du muscle moyen glutéal. Le bord antérieur, quant à lui, est large. Il donne insertion au muscle petit fessier ou petit glutéal et il présente aussi le tubercule du col ou tubercule pré-trochantérique. Le bord postérieur est large et se termine en bas avec la crête intertrochantérique. Le bord supérieur, quant à lui, présente la facette d'insertion du muscle piriforme, anciennement appelé le muscle pyramidal, qui est également un muscle pelvitrochantérien. Le petit trochanter est une saillie conique, située à la jonction entre la face
postéromédiale de la diaphyse et du col, c'est-à-dire qu'on le retrouve entre le col et la face postéromédiale de la diaphyse. Il va donner insertion au muscle grand psoas. Parlons maintenant un petit peu des crêtes et lignes intertrochantériques. Quelles sont leurs caractéristiques? En effet, la ligne intertrochantérique sépare le col de la diaphyse fémorale. On l'a déjà dit. Et elle présente le tubercule prétrochantérique. Elle est séparée en bas du petit trochantère par ce qu'on appelle la fossette prétrochantérique. La crête intertrochantérique relie le grand trochantère au petit trochantère. On la retrouve dans le côté postérieur. Elle présente le tubercule du carré fémoral, qui est encore une fois un muscle pelvitrochantérien. L'épiphyse distale est volumineuse et développée dans un plan transversal. Elle a une forme pyramidale quadrangulaire dont la base repose sur l'extrémité supérieure du tibia. Elle se compose de deux saillies articulaires, les condyles fémoraux, médial et latéral, qui sont réunis en avant et séparés en bas et en arrière par la fosse intercondylaire. Ils sont aussi déjetés en arrière par rapport à l'axe de la diaphyse. On le voit ici. Elle présente 5 faces, antérieure, inférieure, postérieure, latérale et médiale. La face antérieure présente la surface patellaire. La surface patellaire, qu'on appelait autrefois la trochlée fémorale. En forme de poulie, elle se compose de 2 versants ou de 2 joues de trochlée. Le versant latéral est plus large et plus haut que le versant médial. C'est ça le versant latéral. Il est plus large, il est plus haut, parce que le versant médial va descendre plus bas. Les deux versants sont réunis au milieu par une dépression verticale ou un sillon médian. C'est la gorge de la trochlée. La fossette supraarticulaire, située au-dessus de la surface patellaire, est ici. Elle n'est pas très bien représentée dans ce schéma, mais elle est située dans cet endroit-là. La face inférieure présente les surfaces condylaires médiales et latérales. Ce sont les condyles articulaires internes et externes. Les deux, en effet, ce sont les prolongements inférieurs des deux versants de la surface patellaire, c'est-à-dire que les deux joues de la trochlée vont se prolonger par la face inférieure des condyles. Les surfaces patellaires et condylaires sont réunies par une discrète rainure. Ils sont séparés entre eux par ce qu'on appelle des rainures. Inférieure et postérieure sont en continuité. Donc la face postérieure va présenter les surfaces articulaires des condyles. Ces deux condyles sont séparés entre eux par la fosse intercondylaire, qui est limitée en haut par la ligne intercondylaire. On trouve également des tubercules supracondylaires médiales et latérales, situés au-dessus des surfaces articulaires. Ils vont donner insertion au muscle gastronémien. On retrouve également, juste au-dessus des condyles, dans la bifurcation de la ligne âpre, la surface poplitée. L'épicondyle latéral, également appelé tubérosité externe, est destiné à l'insertion du ligament collatéral fibulaire, alors que l'épicondyle médial, également appelé tubérosité interne ou tubercule condylien interne, est destiné à l'insertion du ligament collatéral tibial. Elles présentent également toutes deux les fossettes d'insertion des muscles gastronémiens. La fossette du chef latéral du muscle gastronémien au-dessus de l'épicondyle latéral dans la face latérale. On a également la fossette du chef médial du muscle gastronémien au-dessus de l'épicondyle médial dans la face médiale. On retrouve également dans ces deux faces des gouttières, la gouttière condylaire latérale qui va séparer la face latérale de la face inférieure du condyle. De la même manière, dans la face médiale, on va retrouver la gouttière condylaire médiale qui va séparer la face médiale de la face inférieure du condyle. Enfin, la face latérale va présenter la fossette du muscle poplité, au-dessous de l'épicondyle latéral, tandis que la face médiale va présenter le tubercule de l'adducteur. C'est
Il est situé au-dessus et en arrière de l'épicondyle médial.